La télé de papa est-elle enterrée? Est-elle terminée? Il paraît que oui, et que la télévision de demain nous prépare bien des surprises. Le règne du virtuel, le règne des images de synthèse, notre perception du monde, bref, tout cela va être bouleversé, chamboulé. Spécial ce soir, Cercle de minuit, repenser la télévision avec le président du CSA, Hervé Bauge, un ex-patron de chaîne, André Rousselet, et des philosophes. À tout à l'heure donc. Vous conserverez votre identité. Américain, indien et officier fédéral. Putain, où est-ce qu'on est ici? On coince notre mec et on rentre. Ces mecs-là ne parleront jamais. Tire-toi! Mais qui es-tu vraiment? Cours vers la citadelle, cœur de sa mère. Cours! Val Kilmer, Sam Shepard, déterrelage de guerre. Le rêve américain a du sang sur les mains. Dimanche soir, sur France 2. Y a-t-il un 2 en 1 qui vous donne les cheveux que vous voulez? Plein de volume, aussi léger? Un 2 en 1, j'y crois pas. Essayez Vidal Sassoon 2 en 1. Ce sont ces après-shampoings qui changent tout. Bon, j'essaye. Ils agissent selon la nature de vos cheveux, là où ils en ont besoin. Ah oui, ça change tout. Vos cheveux sont beaux, vivants, ils reviennent en place. Comme je les aime. Vidal Sassoon 2 en 1, les cheveux que vous voulez, sans vous compliquer la vie. Quand on veut ce qu'il y a de mieux, on a besoin de points de repère. Voici Isio 4. Dosage unique de 4 graines, Isio 4 est l'huile nouvelle génération. Avec Isio 4 de Le Sieur, vous rendez chaque jour service à votre corps. Pas d'erreur, c'est Le Sieur. RTL2 présente Days Like This, le nouvel album de Van Morrison. D'un côté, le bâton de berger, de l'autre, des noisettes. Si vous trouvez des noisettes entières dans le bâton de berger, c'est que vous avez devant vous le nouveau bâton de berger aux noisettes. Vérifiez. Alors, délicieux ce mélange bâton de berger et noisettes, non? Il n'y a pas d'heure pour en manger. Le blanc, c'est la pureté. C'est la couleur originelle. Celle des premiers bonheurs. On ne peut pas se passer de blancheur. L'âge 2 en 1 donne le plus étonnant des blancs. Et la douceur, c'est quelque chose qu'on aime donner. Une attention qui fait toutes les différences. Eh bien, avec Dash 2 en 1, la douceur vous est offerte. Offerte? Oui, car avec Dash 2 en 1, pour le prix d'une très bonne lessive, vous avez en plus un adoucissant dedans. Un cadeau que vous apprécierez à sa juste valeur. Dash 2 en 1, nous vous donnons bien plus que la blancheur. Tom, my father, met my mother Mary on a Monday, and he proposed to her the next day. If you are attracted to Ireland, do you like that? Go ahead. Demandez la brochure L'Irlande en automne. Franchement, c'est à qui de travailler, à vous ou à votre nettoyant? Tentez une expérience avec Saint-Mar Ultra. Concentré, il agit seul, sans frotter. Il se passe de la force de vos bras. Saint-Mar Ultra, la force est dans le produit, pas dans votre bras. Et maintenant, l'efficacité Saint-Mar Ultra, au prix éco-recharge. Que faire quand un simple anti-rides ne suffit plus? Choisir le meilleur du progrès. Les laboratoires de L'Oréal créent Plénitude Revitalif. Soins anti-rides plus fermeté, double performance. 1. Avec le Pro Retinol A, Revitalif lisse les rides en moins de 2 semaines. Mon visage est plus lisse. 2. Avec le Parélastyle, Revitalif raffermit les contours du visage. Mes traits sont plus fermes, comme sous l'effet d'un lifting. Plénitude Revitalif de L'Oréal retarde les effets du vieillissement. Prière d'éviter d'approcher la main du film Lumière d'aujourd'hui, le numéro 95, Tigre, aux eaux de Londres en 1896. La Zoological Society of London, fondée en 1826, s'était vue allouer l'année suivante un espace dans Regent's Park, où la collection d'animaux avait ouvert ses portes en 1828, avec des singes, des ours, des kangourous, des lamas, des zèbres et des tortues. Les premiers tigres n'arrivèrent qu'en 1885, mais il y a de fortes chances pour que ces deux-là fassent partie de ceux ramenés en 1894 de Chine et de Birmanie par les nommés Robert Bruce et John Halliday. C'est comme ça.
sport, toutes les courses, résultats, analyses et commentaires au 36 68 20 02. Madame, Monsieur, bonsoir. Synthèse de l'actualité de ce jeudi. L'information est tombée il y a quelques minutes. Les Serbes bosniaques ont enfin accepté de retirer leurs armes lourdes déployées autour de Sarajevo. Les diplomates et les politiques se sont activés toute la journée. La suspension des raids de l'OTAN a favorisé l'élaboration d'un accord qui pourrait préluder un règlement plus global en Bosnie. Anne Gauthier. L'OTAN le laisse gagner. Dix, complètement épuisé, remporte donc la 12e étape. Jalabert conserve le maillot de leader et gagne un nouveau surnom, comme on dit en Espagne. C'est un grand seigneur. Oui, un grand seigneur. Sortie de secours pour terminer ce journal, voir l'actualité autrement avec la réédition chez 10-18 de la Bible de Néon de John Kennedy Toole. La Bible de Néon, c'est ce roman écrit à 16 ans par John Kennedy Toole sur une enfance déshéritée. Roman qui donne le film qui est actuellement sur vos écrans. John Kennedy Toole qui s'est suicidé à 30 ans. Pour l'accompagner The Essential of Billie Holiday, Verve continue la publication de l'intégrale des œuvres de Billie Holiday avec ici un concert au Carnegie Hall. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous en rappelle la principale information. Le négociateur américain Richard Holbrooke, qui a négocié toute la journée à Belgrade, a obtenu un accord avec les Serbes bosniaques qui prévoit notamment le désenclavement de Sarajevo. Les Serbes bosniaques se sont engagés à retirer leurs armes lourdes de hauteur de Sarajevo dans un délai de 6 jours. L'intégralité de cet accord devrait être publiée demain, vendredi. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le circuit de nuit. Faiblement pluvieuse traverse en ce moment notre pays. À l'arrière, c'est un temps capricieux et agité qui s'installera jusqu'à la fin de cette semaine. Voici le programme que vous propose Météo France pour demain matin. On retrouvera les résidus de cette perturbation justement sur les régions du nord-est, avec un ciel gris, de faibles petites pluies le matin. Le ciel sera clair autour de la Méditerranée, chargé sur le relief des Pyrénées. Une matinée plutôt bien ensoleillée du Nord-Pas-de-Calais au Midi-Pyrénées jusqu'à la région Rhône-Alpes, alors que plus à l'ouest, le temps sera déjà agité avec des averses qui pourront prendre un caractère orageux sur la Bretagne et sur les côtes de la Manche. Tout cela accompagné par des vents d'ouest qui souffleront jusqu'à 70 km à l'heure en rafale. L'après-midi, ce temps perturbé concernera une large moitié ouest avec toujours des risques d'averses orageuses et des vents assez forts. De belles éclaircies reviendront sur la pointe de la Bretagne et sur l'est, l'impression sera plus lumineuse avec quand même quelques risques d'averses assez localisés. Le temps restera clair autour de la Méditerranée. Les températures seront plutôt plus douces demain matin que ce matin. Une nuit moins fraîche, donc entre 10 et 12 degrés pour la moitié nord et de 9 à 15 degrés au sud. L'après-midi, en revanche, toujours 2 degrés en dessous des normales saisonnières, avec des valeurs entre 16 et 25 degrés du nord au sud. Chez nos voisins, quel temps fera-t-il? Eh bien, regardez, beaucoup de soleil autour de la Méditerranée, température toujours estivale sur la péninsule ibérique ou sur l'Afrique du Nord. Un temps plutôt calme sur l'Europe centrale, bien ensoleillé du côté d'Athènes ou de Rome. En revanche, donc, les perturbations circulent et défilent plus au nord. Les îles britanniques seront aux premières loges avec des averses, des températures entre 15 et 16 degrés. Le soleil se maintiendra à Moscou. Samedi et dimanche, pas beaucoup d'amélioration. Un temps capricieux samedi sur la plupart des régions. Un ciel voilé autour de la Méditerranée. Des éclaircies un peu plus agréables sur la Bretagne et la Normandie. Et puis dimanche, une nouvelle perturbation qui amènera des pluies assez orageuses, assez marquées, notamment sur les versants sud des reliefs. Plus au nord, le temps sera un petit peu plus calme, beaucoup de nuages et de timides éclaircies seulement. Demain, nous fêterons la Saint-Roland. Nous perdrons 4 minutes de soleil. Excellente fin de soirée. Merci, bonsoir, à demain soir.
RTL2 présente Days Like This, le nouvel album de Van Morrison. Vous conserverez votre identité. Américain, indien et officier fédéral. Putain, où est-ce qu'on est ici? On coince notre mec et on rentre. Ces mecs-là me parleront jamais. Tire-toi! Mais qui es-tu vraiment? Cours vers la citadelle, fleur de sa mère. Cours! Val Kilmer, Sam Shepard, déterrelage de guerre. Le rêve américain a du sang sur les mains. Dimanche soir, sur France 2. Bonsoir. Vous êtes en ce moment en train de regarder la télévision. Vous croyez que vous êtes en train de regarder la télévision. Oh, je sais, l'heure est tardive et autorise tous les brouillages de frontières entre imaginaire et réel. Eh bien, figurez-vous que la télévision, il faut, paraît-il, la repenser. Un colloque à l'UNESCO va s'y employer avec des spécialistes du monde entier. Le Cercle de Minuit en a profité pour essayer de comprendre la télévision de demain et essayer de démêler cette jungle technologique. Alors sur ce plateau, un ancien président, André Rousselet, bonsoir, un actuel président, Hervé Bourges, ancien président, et puis un masmédiologue, c'est comme ça qu'on dit au Canada, d'Éric de Kerkhove. C'est le fils putatif de McLuhan, un critique de télévision, Arnaud Vézian, un spécialiste de la télévision, philosophe, spécialiste politique de la télévision, futur président peut-être. Peut-être. Je ne sais pas si c'est si gai d'ailleurs d'être président. On va peut-être avoir des confidences ce soir. Léo Cher, un philosophe actuel responsable de la télévision, Carlo Freccero. Et puis un philosophe qu'on aime beaucoup au Cercle de Minuit, qui est un habitué, nous en sommes très heureux, Paul Virilio, qui sort dans 15 jours un livre important sur le cybermonde. Il paraît que c'est comme ça que ça s'appelle, La vitesse de libération. Alors honneur à l'actuel président, M. Bourges, actuel président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. La télé de papa, c'est bien fini. La télé de grand-papa, elle est enterrée. Et la télé de demain. Alors on nous fait peur avec ces histoires d'images virtuelles, de jungles technologiques, d'écheveaux multiples qui vont casser notre rapport à l'image et à la télévision. La télé de papa est toujours télé de papa. D'une année à l'autre, de 10 ans en 10 ans. Elle évolue peut-être un petit peu plus vite maintenant qu'elle n'a évolué longtemps. C'est vrai que la télé de papa n'existe plus, celle des opérateurs. Il y a seulement une dizaine d'années, une vingtaine d'années, il y avait quelques heures de programmes de télévision. Aujourd'hui, il y a 6 chaînes hertziennes, il y a 300 heures de programmes. On peut avoir par le satellite et par le câble de multiples programmes. Et donc, il y a une offre qui est beaucoup plus considérable. Et ensuite, le téléspectateur qui évolue. Il fut un temps, quand aujourd'hui on vient nous dire mais les œuvres d'antan étaient formidables, tout le monde les regardait. Oui, tout le monde les regardait parce qu'il y avait une chaîne. Et le choix, c'était entre regarder l'émission et la couette. Il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, il y a une évolution considérable qui fait que le téléspectateur lui-même ne s'attache plus. C'est peut-être dommage, mais c'est ainsi. Et toutes les statistiques le disent, on peut la regarder sous la couette, bien sûr, mais on ne regarde jamais très longtemps le même programme. C'est une donnée statistique, c'est peut-être dommage, mais c'est ainsi. Et puis, il y a le législateur qui s'est toujours beaucoup occupé de télévision, beaucoup trop. On sait bien que trop de lois tue la loi, mais dans ce domaine, vous allez quand même rappeler qu'en 10 ans, il y a eu 18 textes législatifs, ce qui est considérable, et que les textes courent après le progrès, et que le progrès les dépasse,
et que les textes n'arrivent pas à enfermer ce progrès dans la réglementation. Alors voilà, la télé de papa. Alors le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel face à cette nouvelle situation, est-ce qu'il ne va pas apparaître comme archaïque? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il redéfinisse tout le monde est un petit peu archaïque, mais enfin, je voudrais quand même rappeler un certain nombre de données. Je ne pense pas que Carlo Freccero, qui travaille pour France Télévisions aujourd'hui, après avoir travaillé pour la télévision de Berlusconi, qui a donc une bonne connaissance. Mais si, c'est pas honteux d'avoir travaillé pour Berlusconi. C'est toujours quand même. Non mais pourquoi tu bondis comme ça? C'est pour montrer que tu as une connaissance de la télévision privée et de la télévision publique, et c'est magnifique. Ben oui, tu vois, c'est terminé, tu auras entendu la fin de la chose. Alors, simplement, oui, mais je ne sais même plus où j'en suis. Il m'a coupé tout mon élan. Nous en étions, vous me posiez la question de savoir ce que c'est ça. Oui. Alors, d'abord, je voudrais quand même qu'on sache bien une chose, et que personne ne me contredira dans ce domaine, c'est que même si demain, il y a une offre de télévision considérable qui va être donnée aux téléspectateurs, les chaînes généralistes vont continuer d'exister, vont être très importantes. Pas oublier que même aux États-Unis, qui est l'exemple même du pays où il y a une multiplication de programmes, les networks se sont bien défendus après que tout le monde ait dit qu'ils allaient mourir. Je suis persuadé, moi, aujourd'hui, que les chaînes généralistes continueront d'avoir très longtemps 70% du public. On nous dit aujourd'hui une chaîne comme TF1, qui était de la chaîne leader, est une chaîne qui est en train de perdre des parts de marché. Vous voyez, elle est aux abois, etc. Il faudrait regarder la réalité. La réalité, c'est que TF1 est passé de 40% de part de marché habituelle à 38, voire à 37, ce qui est considérable. Il n'y a pas d'exemple en Europe où une chaîne domine autant le marché français. Ce qui est heureux, c'est qu'il y ait un équilibre entre les chaînes publiques, France Télévisions, France 2, France 3 et TF1. Même si parfois certains disent que certaines chaînes du service public ressemblent fort aux chaînes privées. Mais là encore, on pourrait essayer de voir les choses un peu autrement. Mais vous croyez à l'existence de chaînes nationales alors qu'on par le ciel vont nous arriver des télévisions du monde entier où il n'y aura plus d'identité nationale peut-être? Attendez, alors d'abord, il y aura toujours des chaînes nationales qui joueront encore un rôle important. Il y a encore beaucoup de téléspectateurs qui seront attachés à leur programme, même s'ils zapperont et qui ne resteront pas définitivement sur une émission. Il y aura ensuite un choix considérable qui sera donné aux téléspectateurs, on le sait bien. Mais il y aura ce double secteur. D'une part, de chaînes qui pourront donner des images, de l'informatique et des télécommunications, et puis d'autre côté, les chaînes généralistes qui resteront là. Alors, bien évidemment, le législateur ne pourra pas enfermer tout ça dans un carcan. Et nous savons bien que dans un pays comme la France, qui vit aujourd'hui dans le protectionnisme, avec des quotas, etc., ne pourra pas résister à cette invasion. Et qu'il nous faudra faire un effort de création considérable, un effort de production considérable, si nous voulons continuer de vivre, d'affirmer notre identité, d'affirmer ce qui fait la richesse de la culture et la langue française, et qui sera de plus en plus menacé, bien sûr, par tous les programmes internationaux que nous recevrons. Et le problème est moins de légiférer au niveau national que d'essayer au niveau international de protéger les mineurs, de protéger les consommateurs et de protéger les identités. Ça, je crois que c'est très important. Alors comment peut-on protéger le consommateur de télévision? Alors, c'est difficile. Pour le moment, le CSA, comme vous le savez, par rapport aux chaînes françaises, essaie de bien établir la défense du pluralisme dans le domaine politique. Et je crois que dans ce domaine-là, on a beaucoup évolué. Pendant très longtemps, la France, le journal télévisé était fait à partir du ministère de l'Information. Nous le savons bien, c'est quand même quelque chose qui a considérablement évolué. Et l'instance de régulation est là. Alors qu'on n'est pas habitué en France à avoir des instances de régulation. On est habitué à avoir des ministères de la communication, des ministères de l'information. Je note au passage qu'il a fallu attendre le président de la République Chirac pour supprimer le ministère de la Communication, ce qui est une heureuse chose. Nous étions un des derniers pays européens, démocratiques, industriels à avoir un ministère de la Communication. Les pays de l'Est, anciennement communistes, avaient des ministères de la propagande ou de la communication. Et les trois derniers pays européens, c'était l'Espagne de Franco, c'était le Portugal de Salazar, et c'était la Grèce des colonels. Alors je considère que dans ce domaine, il y a un grand progrès qui a été réalisé. Un grand progrès, une grande liberté de parole que vous êtes décidé à maintenir, parce qu'on vous a entendu la semaine dernière intervenir
sur un plan de liberté publique et de liberté de l'information, oui, face aux déclarations du président de la République. Face aux déclarations du président de la République, le président de la République dit ce qu'il a à dire et c'est son rôle, et je n'ai pas à critiquer ou à commenter les déclarations du président de la République qui avaient été assez sévères à l'égard des médias dans le traitement des attentats. Je vais simplement, en tant que président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, demander au service des programmes de regarder comment le traitement s'était fait. Nous avions constaté qu'il n'y avait pas eu de dérive considérable, mais qu'il y avait eu quand même quelques dérives par-ci par-là, qu'on avait donné beaucoup d'importance à des faits qui n'en méritaient pas, qu'on avait répété souvent les mêmes choses que tout le monde connaissait déjà, qu'on avait dramatisé là où il n'y avait pas lieu de dramatiser, qu'on avait fait venir des témoins pour le moins suspects, ma foi, dans la course à l'audience, les chaînes peut-être pourraient faire attention. Et nous avons simplement rappelé dans une réunion que nous avons eue avec le directeur de l'information que la liberté devait s'accompagner de la responsabilité. Je crois que dans ce domaine-là, c'est le rôle d'une instance de régulation comme le CSA. Alors l'avenir sera de plus en plus difficile, il est certain, à un organisme comme celui-là, de pouvoir faire face aux images qui arrivent par les satellites. Nous le voyons d'ailleurs. Nous avons pris un retard considérable avec le câble en France, qui est un échec, nous le savons bien. Et aujourd'hui, les satellites inondent notre pays et nous ne pouvons rien faire, car les gens ont la liberté d'avoir des paraboles qui sont de moins en moins chères et de plus en plus petites, et qui leur permettent d'avoir tous les programmes qu'ils veulent. Simplement, il faut que le CSA puisse essayer, dans ce domaine-là, de continuer à accomplir sa mission, dans protéger les mineurs. Vous acceptez le mot de morale pour la télévision? Est-ce qu'il vous paraît crédible ou est-ce que cette période est totalement derrière nous? Elle n'est pas derrière nous, mais je dirais que maintenant c'est au niveau international et c'est que les choses se passent et il faut que dans ce domaine nous ayons la possibilité de nous défendre, de négocier, de discuter. Nous savons que nous ne pouvons plus imposer, nous savons bien que les barrières que nous pourrons établir sont franchies, nous savons bien que le vent souffle où il veut, pour citer l'Ecclésiaste. André Rousselet, comment réagissez-vous au propos d'Hervé Bourges? Vous êtes un des premiers, même le premier en France. Je pense comme un excellent président du CSA. Bravo. Vous voulez dire qu'il est trop prudent? Non, il a raison de dire tout ce qu'il dit. C'est vrai que tout le monde peut se féliciter des propos qu'il tient. Maintenant, quant à ce que sera l'avenir, quant à distribuer les parts de marché de l'an 2010, c'est le marc de café qui pourrait nous le dire, si on savait lire dedans vraiment. Moi, je pense quand même que la multiplication de l'offre va quand même apporter avec elle d'abord une évolution importante, qu'on est dans une étape, qu'il y a eu d'abord l'ORTF avec une chaîne en noir et blanc, puis après il y a eu des chaînes en couleur, et puis après il y a eu Canal+, si vous voulez on peut en parler longuement, mais c'est pas le moment. Ensuite, il y a eu les chaînes thématiques. Si, c'est le moment, parce que vous avez inauguré un nouveau règne audiovisuel avec la télévision à péage. Oui, c'est vrai, mais c'est une étape. C'est une étape. Aujourd'hui, on est dans la chaîne thématique, mais demain, moi je pense que la technologie va nous apporter des services considérablement plus sophistiqués que ce qu'on a déjà aujourd'hui avec les chaînes thématiques. Moi, j'imagine que demain, on pourra avoir en mémoire, une mémoire qui sera alimentée tous les jours ou tous les jours, tous les programmes disponibles de toutes les chaînes thématiques. Et puis ultérieurement, je choisirai à la carte. Et d'ailleurs, ce sera une façon, l'embarras du choix sera tel que, faute de pouvoir choisir, on en reviendra en effet peut-être au network, qui eux vous apporte un menu équilibré, diététique et bien équilibré. Et puis à la fin, eh bien, à mon avis, on aura, je ne sais pas dans quelle année, on aura la possibilité d'avoir accès à tout sur son écran, quelle que soit l'heure de la consommation. C'est la finalité qui me paraît être en perspective. Hervé Bourges, vous dites dans une de vos interventions récentes que les menus justement que nous préparent les câbles opérateurs auront des relents de mauvaise cantine. J'emploie votre expression. Quand ai-je écrit cela? Il n'y a pas longtemps, au débat de la CECA. C'est à Montpellier, c'est ça. Oui, mais c'est vrai. Moi, je voudrais dire à l'appui de ce que dit André Rousselet que le téléspectateur demain, il va de plus en plus choisir
il va de plus en plus payer ce qu'il va choisir. Oui, donc c'est pour une élite. Je crois que c'est très important. Oh, pas nécessairement. Ça sera cher. Pas nécessairement, car contrairement à ce que vous croyez, et André Rousselet le sait bien, qui était président de Canal+, c'est pas les plus riches qui s'abonnent. C'est ceux qui ont au contraire le sens de l'économie de leurs ressources. Parce que Canal+, mais maintenant, il y a assez d'abonnés, et puis d'autres font le métier que je n'ai pas à faire ce soir. Beaucoup d'abonnés se sont abonnés parce qu'ils pouvaient avoir accès à des spectacles, à des films, à un prix de grossiste, et que s'il avait fallu consommer en détail chacun de ces programmes, eh bien, ça aurait été ruineux pour eux. Donc, et en plus, ils ajoutent toute la famille autour de l'écran. Donc c'était très économique. C'est vrai que Hervé Bourges a raison quand il dit que ça n'était pas les plus riches les abonnés. Arnaud Vivian. C'est très joli dans la cérémonie de Claude Chabrol, le dernier film de Claude Chabrol. Il montre très bien dans le film comment la télévision est aussi une culture de classe. Il y a les personnages riches, les petits châtelains, qui reçoivent, quand le film commence, reçoivent un poste téléviseur avec une antenne satellitaire. Ils ont 500 chaînes, ils s'amusent et ils regardent un concert de Mozart en stéréo, c'est la haute technologie. Et puis en haut, il y a la bonne, qui a un tout petit poste, elle sait à peine s'en servir et elle regarde les minicums et la chance aux chansons. Et ce que montre très bien la Claude Chabrol, c'est que la télévision, contrairement à ce qu'on pense, est aussi une culture de classe. Donc bon, le coût des abonnés qui ne sont pas très riches, peut-être, mais n'oublions pas ça. Contrairement aux idées reçues, Chabrol dit qu'au lieu de distiller la violence, la télévision distille l'abrutissement. Regardez les programmes que regarde la petite bonne dans son téléviseur. Éric de Kerkhoff. J'ai des problèmes avec ces questions sur la morale de la télé, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne devrait pas faire. Pour ce qui est de distiller l'abrutissement, je suis absolument pas d'accord. Vraiment pas d'accord. La télévision parle au corps directement, l'organise d'une certaine façon. On passe complètement à côté de ces questions de, comment dirais-je, de structure mentale qui sont le legs de notre civilisation d'écriture, en fait. On entre dans un contact beaucoup plus direct, neurophysiologique. On peut imaginer des déplacements de stress à l'intérieur du corps à travers le spectacle télévisuel. Quoi? C'est neuromusculaire. La télévision est absolument neuromusculaire. On s'en est pas rendu compte. Tout le monde par télévision le grand passif, c'est pas du tout passif. Pas seulement les films X. Oui, non, mais ça, le film X, vous êtes un spécialiste. Absolument. Si vous voulez, le stress, on ne connaît presque plus rien sur le corps depuis une culture de répression. Ça lui fait des effets? Mais bien sûr, c'est la télévision qui a ramené le corps, je dirais, à la surface. Sinon, il était complètement réprimé. Il n'y a qu'à voir Freud, ça n'a jamais été une espèce de constat de la répression totale du corps et qui remonte depuis les Grecs. Mais la télévision a libéré le corps, on commence à savoir ce qui se passe entre les gens maintenant. Il y a un espace intervallaire qui est intelligent aussi, plein d'intelligence. Et la télé parle de cet espace. Mais ça se passe comment, alors expliquez-nous? Mais ça se passe vous ressentez quoi, vous? Beaucoup plus multisensoriellement, la présence, la signification. On ne compte pas seulement sur des mots, on se met à identifier le sens total d'une expérience ou d'un contact ou d'un échange. La télévision nous a enseigné ça depuis 50 ans pratiquement. Mais comment le sentez-vous? Comment pouvez-vous décrire les impressions, les sensations? Les sensations, si vous voulez, on a le sentiment de l'espace intervallaire entre vous et moi. Je sais, la télévision est une espèce de camisole de force. Je veux dire, là, nous, comme nous sommes. C'est une camisole de force dans le sens où, encore je veux dire que c'est assez cool en France. Au Canada, c'est épouvantable. On ne peut pas bouger du tout. Je ne peux pas me servir mes mains. Mais là, vous pouvez, vous pouvez. C'est pour ça que je dis qu'ici, vous crachez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, dans la télévision française, c'est quand même, en général, c'est vraiment beaucoup plus libre sur ce plan-là. Mais dans l'ensemble, la télévision s'oblige à une certaine posture. C'est aussi une posture mentale. Ah, vous passez de ceux qui sont dedans. Enfin, nous sommes là, non, parce qu'on parlait de nous. Je donne un exemple. Voilà. Vous parlez de vous? Ah bon, je croyais que c'était le téléspectateur. Vous me disiez, j'ai raté ma vie pendant 20 ans, j'ai rien compris. Le téléspectateur, à quelle distance se trouve-t-il? Non, mais je parle aussi du téléspectateur, mais c'est une différente posture. Je vais vous demander comment ça se voit, comment est-ce qu'on ressent cet espace intervallaire. Je vous donne un exemple qui est là devant nous. Celui du spectateur, il est à une certaine distance de ce poste et c'est une distance confortable. Alors on croit que c'est parce que le fauteuil est au bon endroit, parce que c'est pas très loin du frigo, je sais pas. Mais non, c'est une distance confortable parce que sur le plan de la charge neuromusculaire, il en reçoit sa dose ou elle en reçoit sa dose. Alors bref, c'est de chez vous. Et ça devient l'interactivité. Repenser la télévision par l'interactivité, c'est l'extension technique de ce dont je parle. Toute interactivité est un variable du toucher. Toute forme. C'est très psychanalytique, psychologique.